Salut et bienvenue dans cette vidéo qui est un petit raccourci pour la formation consacrée au JavaScript. Donc le principe c'est de vous parler un petit peu de toutes les notions qu'il y a en JavaScript en faisant une analogie avec ce que vous connaissez déjà, le PHP. L'idée c'est de vous permettre de sauter toutes les étapes un petit peu rébarbatives où on va voir qu'est-ce que c'est qu'une variable, qu'est-ce que c'est qu'une condition, qu'est-ce que c'est qu'une boucle. Tout ça c'est des choses que vous connaissez déjà et que vous avez déjà l'habitude d'utiliser avec votre langage, en l'occurrence ici le PHP. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de sauter toutes ces étapes-là et on va faire des analogies. On va voir à gauche comment on écrit quelque chose en PHP et à droite, je vais vous montrer l'équivalent en JavaScript. L'idée, c'est de capitaliser sur les connaissances que vous avez déjà en PHP pour pouvoir attaquer le JavaScript plus rapidement. Alors d'abord, on va parler des deux langages de manière générale. Donc il faut savoir que les deux langages fonctionnent de manière un petit peu similaire, dans le sens où ce sont deux langages interprétés. Donc dans le cas du PHP, il faut avoir PHP sur un serveur ou PHP sur un ordinateur pour pouvoir exécuter notre code PHP. Dans le cas du JavaScript, ça va être pareil. On va écrire notre code source en JavaScript et ensuite on va avoir besoin d'un interpréteur pour le faire fonctionner. L'avantage, c'est que tous les navigateurs modernes sont équipés d'un interpréteur JavaScript. Donc lorsque l'on écrit du JavaScript sur un navigateur, il est capable de le comprendre. Si vous voulez tester un petit peu du JavaScript, ce que vous pouvez faire simplement sans forcément créer de page web ou quoi que ce soit, c'est utiliser la console de votre navigateur. Dans cette console-là, vous pouvez écrire du JavaScript et dès que vous appuyez sur Entrée, il est automatiquement interprété. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur le JavaScript de manière générale. C'est-à-dire que le JavaScript, il a plusieurs utilisations. On va pouvoir l'utiliser côté navigateur pour pouvoir mettre des animations et des interactions avec la page web, mais on va pouvoir aussi l'utiliser côté serveur, avec des applis comme Node.js, qui vont nous permettre de faire interpréter du JavaScript côté serveur. Du coup, suivant le cas d'utilisation, on ne va pas avoir accès aux mêmes outils. Dans le cas de PHP, c'est un langage qui a été seulement conçu pour le web. Donc à la base, directement dans le langage, on a des choses comme les sessions, les informations sur le serveur, les choses comme ça. En JavaScript, on n'a pas tout ça. Ça va dépendre de l'environnement sur lequel on va être. Donc dans cette vidéo, on ne va pas encore parler d'environnement, on va juste voir le langage JavaScript de manière générale. Et on verra ensuite, dans la suite de cette formation, comment utiliser le JavaScript d'un côté navigateur et de l'autre côté serveur. Alors on va commencer par la base, les variables. Donc en PHP, lorsque l'on crée une variable, on met toujours un $ devant et on met le nom de notre variable. Et ensuite on assigne une valeur, donc qui est soit un entier, soit un objet, soit une chaîne de caractères, soit un tableau, soit n'importe quoi d'autre. Donc au niveau du JavaScript, ça va être relativement similaire, à quelques différences près. Premièrement, on n'a pas besoin de mettre un $ devant le nom de chaque variable. On peut directement mettre le nom de notre variable. Ensuite, quand on déclare une variable pour la première fois, on va avoir tendance à mettre un var devant. Pour dire au JavaScript, voilà, je déclare une nouvelle variable, chose que l'on fait effectivement jamais en PHP. Et ensuite, on peut lui assigner une valeur. Enfin, en PHP, il faut mettre à la fin de chaque ligne un point-virgule, sinon le PHP va nous renvoyer une erreur. Dans le cas du JavaScript, c'est facultatif. Si vous ne mettez pas un point-virgule, dès que vous allez à la ligne, il comprend que c'est une nouvelle instruction. Et du coup, intrinsèquement, il imaginera que vous avez mis un point-virgule. De la même manière, sur certains codes, vous allez voir que les gens ne mettent pas la variable devant. Si vous ne mettez pas var devant, automatiquement l'interpréteur va deviner que c'est la première fois qu'il rencontre la variable et du coup qu'il doit la définir. Et il fera comme si vous aviez mis un var devant. Ceci étant dit, pour une meilleure compréhension, je vous conseille de toujours mettre var lorsque vous déclarez une nouvelle variable. Ça aura aussi une importance lorsque l'on parlera de la portée des variables. Donc après, les règles au niveau de la nomenclature des variables est relativement similaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit aux caractères spéciaux, on peut utiliser les underscores mais pas les tirets. Au niveau de type de variables, c'est assez proche de ce que l'on connaît avec PHP au niveau des types de base. On a d'abord les entiers, on a ensuite la possibilité de créer des flottes, donc après ces chiffres peuvent aussi être négatifs. On peut créer des chaînes de caractères, et comme pour PHP, on va avoir des doubles quotes et des simples quotes, sauf que en PHP, il y a quand même des différences entre les doubles et les simples quotes. Avec les simples quotes, on n'interprète pas les variables à l'intérieur, alors qu'avec les doubles quotes, on peut interpréter les variables. Cette notion-là n'est pas présente en JavaScript. Si jamais vous voulez insérer une variable au milieu d'une chaîne, ce que vous allez devoir faire, c'est faire de la concaténation. On va en parler juste après. De la même façon, en PHP, les chaînes peuvent être multilignes, ce qui n'est pas le cas en JavaScript. En JavaScript, si jamais vous voulez aller à la ligne, il faudra mettre un anti/n et comme ça mettre les caractères spéciaux pour les sauts de ligne. Il n'y a pas possibilité directement de sauter une ligne dans la chaîne. Ça, il ne va pas l'accepter et vous voyez, il souligne en rouge. Donc après, au niveau des opérations arithmétiques, c'est relativement similaire dans les deux langages. On peut faire des additions, on peut faire des multiplications, on peut faire des divisions.
En revanche, il y a une différence au niveau des conversions implicites qui se font. Si en PHP, vous mettez par exemple un var dump et vous lui demandez d'ajouter la chaîne 1 au chiffre 1, qu'est-ce que va faire le PHP? Il va se dire, bon, 1, là il me demande de faire une addition, donc cette chaîne de caractères-là, je vais la considérer comme un entier. Et du coup, il va me donner 2. En revanche, si je voulais faire une concaténation, j'écrirais quelque chose comme ça. J'écrirais 1 et je lui demanderai de rajouter 1. Et en fait, suivant le contexte, PHP fait la conversion. Si je vous montre ce que ça donne, mais il n'y a pas forcément besoin, vous connaissez très bien le PHP. Voilà, d'un côté ça donne 2 et de l'autre côté ça donne 11. Côté JavaScript, c'est un petit peu différent. D'abord, quand on veut concaténer deux chaînes, on n'a pas cette notion de point. On peut additionner des chaînes comme ça. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer une nouvelle chaîne qui sera la combinaison des deux. Alors, si vous voulez tester, n'hésitez pas à sortir la console de votre navigateur et dans la console, vous testez les choses. Donc, on peut additionner des chaînes et dans ce cas-là, en JavaScript, ça les concatène. Le problème, c'est que si jamais vous faites ce que vous avez peut-être l'habitude de faire en PHP, ce qui n'est déjà pas une bonne pratique, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il voit une chaîne de caractères. Il dit, tu vas essayer d'ajouter une chaîne de caractères à un entier. Donc moi, je considère cet entier comme une chaîne de caractères. Et là, dans ce cas-là, ça donne 11. Là où dans PHP, ça donnerait 2. En revanche, si le contexte est différent, par exemple, si je fais une multiplication, là, le JavaScript va considérer que cette chaîne de caractères est un entier. Donc ça fonctionne un petit peu différemment que ce que l'on a l'habitude de voir en PHP. Donc faites attention, lorsque vous voulez concaténer en JavaScript, il n'y a pas de petits points, on mettra systématiquement un plus. Donc ensuite, au niveau des types de variables, on a évidemment des types de variables un petit peu plus poussés. En PHP, on a par exemple les tableaux. Donc les tableaux nous permettent de sauvegarder une liste d'informations. Et à l'intérieur, on peut avoir des sous-tableaux et n'importe quel autre type de variable. En JavaScript, c'est la même chose et l'avantage, c'est que la notation est similaire. Donc lorsque l'on veut créer un tableau, on met des crochets et ensuite, à l'intérieur, on met nos différentes valeurs. Donc en PHP, on a cette nouvelle manière d'écrire les choses qui est la manière entre guillemets la plus moderne et qui a l'avantage d'être raccord. Donc vous passerez de l'un à l'autre assez facilement. Donc ensuite, si je veux récupérer un élément en particulier du tableau, il me suffit de récupérer grâce à l'index. Donc si je veux récupérer le premier élément à l'index 0, je fais tab 0. En JavaScript, ça va être exactement la même chose, si ce n'est qu'on n'a pas le $ devant les variables. En revanche, si on veut stocker des informations plus complexes, par exemple, je veux stocker un élève et cet élève, je veux lui donner un nom. En PHP, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour cela des tableaux associatifs. Donc on va, au lieu d'avoir des clés numériques, 0, 1, 2, 3, 4, on va avoir des clés qui seront des chaînes de caractères. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en JavaScript. On n'a pas la possibilité de créer un tableau qui aurait des index particuliers. Un tableau, ça sauvegarde juste une liste ordonnée d'informations. En revanche, on a un autre type de variable qui est un petit peu particulier, qui sont les objets. Donc attention, ça n'a pas forcément le même sens qu'un objet dans le sens PHP, avec la notion d'instance et tout ce que ça implique. Un objet, si vous voulez, c'est juste une variable qui va contenir des informations qui auront des clés particulières. Donc si je veux stocker un élève, je vais créer une variable élève, et dans cette variable, je vais lui dire, je vais avoir un nom, et le nom, ça sera Jean. Et je vais avoir une moyenne, et la moyenne, ça sera 15. Voilà, donc on crée des objets si on a besoin de sauvegarder des informations plus complexes. Ensuite, si je veux récupérer le nom de l'élève, en PHP, je récupérerai ça dans le tableau associatif. En JavaScript, on ferait élève, point, la propriété que l'on souhaite récupérer. Élève.nom, élève.moyenne. Mais là où ça devient un peu particulier, c'est qu'on peut aussi la récupérer en utilisant la notation PHP. Ceci étant dit, c'est une notation que l'on retrouvera quasiment jamais. On fera appel à cette notation tout simplement si on a besoin de récupérer une propriété par rapport à un nom de variable. Si par exemple j'avais une variable qui était indice et qui aurait la valeur nom, si je veux récupérer l'index qui correspond, je mettrai ça. Voilà, comme je le ferais en PHP où j'écrirais ça évidemment. Hop. Voilà, les deux choses peuvent s'écrire. Mais de manière générale, on retrouvera plutôt cette nomenclature. Donc en fait, si on fait le rapprochement avec PHP, c'est pas vraiment la même notion de tableau associatif. En PHP, j'aurais tendance à plutôt le rapprocher avec un std class, qui est un objet vide en fait. Donc je fais un nouveau std class, et après dans élève, je lui dis tiens, je stocke le nom, et le nom ça sera Jean. Et ensuite, si je veux récupérer le nom de l'élève, je fais un var dump de élève nom. Voilà, donc selon moi, c'est plus juste de faire cette analogie-là plutôt que de vous dire que ça, c'est un tableau associatif, parce que c'est pas vraiment exactement pareil.
Donc globalement, c'est quelque chose que l'on fait jamais effectivement en PHP, mais en JavaScript, on peut créer des objets et leur donner directement des propriétés comme ceci. Et on peut comme ça créer des objets à la volée. Donc il n'y a pas véritablement d'équivalent en PHP, il y a ce std class, mais c'est quelque chose que l'on ne fait jamais de toute façon. Donc voilà globalement pour les types de base. Donc après, comme pour PHP, tous ces types peuvent être mélangés. C'est-à-dire que je peux avoir un tableau qui va contenir un tableau, je peux avoir ici un objet qui va lui-même contenir un tableau. C'est pas plus compliqué que ça, hein, si vous avez compris le principe. Si je veux la première note de l'élève, je ferai élève.moyenne. Bon, ça serait plus logique de l'appeler note, mais peu importe. Et ensuite, je récupère l'index 0. Voilà. Donc voilà pour les types de base. Donc maintenant, on va voir les éléments du langage très très rapidement. Donc d'abord, les conditions. Les conditions s'écrivent en PHP de la manière suivante. On met un if, puis ensuite on met un else if. Hop là, j'écris ça n'importe quoi. Si on veut, et enfin on met un else. En JavaScript, ça s'écrit un petit peu de la même façon. On met un if suivi de notre condition à l'intérieur. Le else if s'écrit en 2 mots, donc il faut faire attention, c'est un petit peu différent. Et ensuite, le else s'écrit de la même façon. À l'intérieur de ces parenthèses, vous écrivez les conditions comme en PHP. Vous mettez par exemple A est supérieur à 3 et B est inférieur à 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas réellement de différence. De la même façon, en PHP comme en JavaScript, on a la possibilité de faire du ternaire. Si vous savez ce que c'est, ça s'écrit de la même façon dans les deux langages. C'est avec le point et le 2 points. Et vous avez aussi la possibilité de faire un switch case. Mais pour être franc, je l'utilise tellement rarement que ça ne vaut pas forcément le coup de le présenter ici. Ensuite, si vous voulez parcourir un tableau, vous avez la possibilité d'écrire des boucles. Donc vous avez la boucle while, qui s'écrit de la même façon en PHP qu'en JavaScript. Donc pareil, hein, c'est quelque chose que j'utilise assez rarement, même en PHP. Mais ça s'écrit comme ça, vous mettez votre condition, et tant que votre condition est vérifiée, il continue à faire la boucle. Comme en PHP, on fera très très attention à ne pas mettre de boucle infinie. Parce que si vous mettez des boucles infinies et que vous exécutez votre code côté navigateur, ça va planter l'onglet, et du coup ça va bloquer l'utilisateur. Si vous l'exécutez côté serveur, ça a le même effet qu'en PHP, ça plante votre serveur. Ce qui n'est jamais une bonne chose. Vous avez aussi la possibilité de créer une boucle en utilisant le for. Donc pareil, en PHP, c'est une boucle qu'on utilise finalement assez peu grâce au for each. Mais ça s'écrit de la manière suivante, on fait pour i allant de 0 à i, tant que i est inférieur à 3, i++. Voilà, hop. En JavaScript, c'est la même chose, sauf qu'on va déclarer la variable i dès le démarrage. Ensuite, on va mettre i inférieur à 3 et on mettra i++. Exactement pareil. De la même façon, si on veut sortir de la boucle à un moment donné, dans le while comme pour le for, ce que l'on peut faire, c'est mettre un break. Donc en PHP, on met un break point virgule et en JavaScript, on met juste un break. Ça fonctionne de la même façon. Vous voyez, vraiment passer d'un langage à l'autre est très très facile. Ensuite, si je veux parcourir un tableau, ce que je fais en PHP, c'est que je fais un for each. Donc là, ça serait tab as t, par exemple. Et après, dans t, j'ai la variable qui correspond à mon élément. En JavaScript, malheureusement, on n'a pas de boucle for each. Alors, il y a de nouvelles manières de faire un truc qui ressemble à du for each, mais en l'état actuel, on ne peut pas faire de for each. Donc, si vous voulez utiliser les éléments du langage, il faut faire un for var i égale 0. I étant strictement inférieur à la taille du tableau, donc on la récupère comme ça et on va en parler juste après, et ensuite i++. Enfin, les fonctions. Donc les fonctions en PHP, historiquement, on les écrit de la manière suivante. On écrit notre fonction, on va l'appeler démo, et ensuite on met à l'intérieur notre code. En JavaScript, on peut écrire la même chose. On peut écrire fonction, démo, et ensuite on va mettre notre code. Vous voyez, c'est assez simple. Ceci étant dit, on retrouvera assez peu cette manière d'écrire les choses, on préférera une autre manière. Directement, on peut créer une fonction anonyme. Alors maintenant, on peut le faire en PHP, mais c'est vrai que c'est relativement nouveau. Mais en JavaScript, on pouvait le faire depuis le début. Donc on peut créer des fonctions qui n'ont pas forcément de nom. Ces fonctions peuvent ensuite être stockées dans une variable. Donc on peut créer une variable démo qui sera tout simplement une fonction. Si vous voulez, en JavaScript, les fonctions, c'est un type de variable comme un autre, comme un entier, une chaîne de caractères ou un tableau. Donc en PHP, c'est maintenant possible. On peut maintenant créer une variable qui sera une fonction. Hop. Et si je fais un vardum de A, et que je réactualise ma page, ça me donne un élément closure. Donc c'est quelque chose qui est apparu avec PHP 5.3, mais globalement, on peut maintenant aussi avoir en PHP ça. Ceci étant dit, on n'a pas forcément l'habitude de le faire en PHP parce que ce n'était pas là depuis le début. En JavaScript, vous allez retrouver cette nomenclature systématiquement. Donc on peut créer des fonctions et les stocker absolument n'importe où. Si ensuite on veut appeler une fonction, donc je vais revenir sur l'autre syntaxe, hop, et là on va mettre echo salut.
Ben, on va tout simplement faire démo et ensuite entre parenthèses les différents paramètres. Donc ici on va mettre par exemple un paramètre et un second paramètre. Et ensuite ben, je peux faire démo 1 et 2. Et là, hop, je n'ai plus besoin du point virgule. En JavaScript, ben, ça va fonctionner de la même manière. Lorsque l'on souhaite appeler une fonction, on lui passe des paramètres. Donc on peut lui passer 2 paramètres. Et si on veut lui passer des paramètres au niveau de la fonction, mais A, B. C'est exactement la même syntaxe. Encore une fois, on oublie tout simplement les petits dollars devant les noms des variables. Alors en revanche, il y a une différence qui est importante, c'est qu'en PHP, on peut mettre des paramètres par défaut. Si j'appelle cette fonction avec un seul paramètre, ben, il va me sortir une erreur. Il va me dire ben, tu attends 2 paramètres, et là tu n'y en as envoyé qu'un. Et ce qu'on peut faire en PHP, c'est lui dire ben, par défaut, le paramètre B aura la valeur 2. En JavaScript, ben, ça ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas écrire ça. Alors, en tout cas, à l'heure actuelle, il y a de nouvelles spécifications, donc il faut savoir que le langage JavaScript évolue, qui permettent de faire ça. Mais à l'heure à laquelle je vous parle, la plupart des navigateurs ne supportent pas ça. En revanche, ben, si jamais on appelle la fonction avec un seul paramètre, ben, le JavaScript, contrairement au PHP, ne renverra pas d'erreur. Tout simplement, dans votre fonction, B aura la valeur undefined. Voilà, c'est la seule différence que l'on a. Donc ce que l'on peut faire si on veut mettre une valeur par défaut, c'est-à-dire reproduire ce comportement-là en JavaScript, c'est dire dès le début, si B est égal à undefined, ben, dans ce cas-là, on dira ben, B aura la valeur 2. Et comme ça, en fait, on met une valeur par défaut. Donc d'ailleurs, le undefined, c'est la valeur que prend une variable par défaut. Donc lorsque vous déclarez une variable, si vous créez une variable et que vous appelez A, tout simplement, ben, par défaut, si vous faites A, ça a la valeur undefined. En PHP, c'est un petit peu différent parce qu'une variable qui n'a pas de valeur, si vous lui demandez par exemple de faire un var_dump d'une variable qui n'existe pas, on va l'appeler test, ben, ce qu'il va vous répondre, lui, dans ce cas-là, c'est nul. Il ne vous donnera pas forcément la même valeur. Voilà, donc c'est une différence. Mais si jamais vous avez des tests à faire, c'est important. Alors maintenant, on va parler des fonctions génériques et on va attaquer une première grosse différence entre le PHP et le JavaScript. Du coup, si par exemple je veux prendre une chaîne de caractères et la mettre en majuscule, ben, j'ai une fonction qui est définie globale, qui s'appelle string_to_upper et je lui passe en paramètre la chaîne de caractères que je veux rendre en majuscule. En JavaScript, bon, on n'a pas cette notion-là. En JavaScript, tous les types de base sont déjà des objets. Donc on peut imaginer, si j'avais à faire le rapprochement en PHP, c'est comme si la chaîne de caractères en PHP, c'était une instance d'une classe string. Ce qui veut dire que, plutôt que de faire ça, c'est comme si on pouvait faire directement non et appeler la méthode string_to_upper sur la chaîne de caractères. Donc en JavaScript, on va avoir très peu en fait de fonctions qui vont être définies globalement, mais on va plutôt utiliser des méthodes directement sur les différentes variables. Donc par exemple, si je veux mettre quelque chose en majuscule, hop, ben, je vais prendre ma chaîne de caractères et je vais directement avoir une méthode qui va s'appeler toUpperCase, que je vais pouvoir utiliser dessus. De la même manière, je vais aussi avoir accès à des propriétés, par exemple length, qui me permettait d'avoir la taille. Si je prends un tableau, si je fais 1,3,4, ben, on l'a vu tout à l'heure, pour avoir sa taille, je fais .length, là où en PHP, je ferai un count, par exemple. Et de la même manière, ben, les tableaux ont aussi des méthodes. Si je veux rajouter un élément dans ce tableau-là, ben, en PHP, je ferai un arrayPush. Ben, en JavaScript, j'ai directement une méthode push sur les tableaux. Hop. Et là, alors là, c'est pas forcément clair. Si je stocke ce tableau dans une variable et que je fais ensuite un a.push et que je lui rajoute 4, ben, hop, ma valeur de a a maintenant cette valeur 4. Et de la même manière, si je veux joindre les éléments du tableau par des virgules et un espace, je fais a.join et ça me donne ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, ben, en JavaScript, on va avoir comme ça différents types. Alors si vous voulez savoir où regarder dans la documentation, hein, j'imagine que vous êtes déjà un expert de la lecture de la documentation de PHP, pour le JavaScript, il n'y a pas véritablement une documentation qui est officielle. Celle que l'on va retrouver et qu'on va réutiliser très souvent, c'est MDN, c'est le Mozilla Developer Network, et ils ont une documentation très poussée sur le JavaScript. Et l'avantage, c'est qu'il vous explique un petit peu les choses, c'est traduit en français pour la plupart du temps, et c'est vraiment cool, et vous pouvez voir les fonctions quand est-ce qu'elles sont disponibles. Donc pour avoir les objets natifs au JavaScript, vous allez dans Objets natifs, et vous avez tous les objets. Si on regarde par exemple les chaînes de caractères, donc c'est les strings, je suis désolé, je ne connais pas l'ordre alphabétique. Voilà, donc dans les chaînes de caractères, ben, vous allez avoir toutes ces méthodes. Donc par exemple, si je descends, vous avez tout lowercase et tout uppercase que l'on a utilisé. Alors par contre, au niveau de la documentation, vous voyez qu'il y a cette notion de prototype.
Pour l'instant, on va en parler juste après. Si je devais faire une petite analogie avec PHP, lorsque vous avez ça, ça veut dire que c'est une méthode qui s'utilise directement sur la classe. C'est comme si vous aviez une méthode statique en PHP. Si vous avez prototype, c'est que c'est une méthode qui s'utilise sur l'instance. Donc c'est un petit peu différent à l'intérieur, mais on va parler des prototypes juste après. Donc par exemple, vous pouvez utiliser cette méthode-là directement. Donc ça s'utilise directement sur l'objet string, hop, pour générer une chaîne à partir d'un numéro, par exemple 64, et ça vous donnera la lettre qui correspond au code 64, et ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, dès que je veux utiliser une fonction qui est dans le prototype, par exemple indexOf, donc là on va directement plutôt le faire sur le navigateur, je prends ma chaîne de caractères qui est une instance. Donc là on va imaginer, on va créer une nouvelle chaîne qu'on va appeler var a égale démo. Et ensuite, si je veux à quel moment je rencontre la lettre E, je fais a.indexOf et je lui demande la lettre E. Et ça me donne 1. Si jamais je lui demande une lettre qui n'existe pas, ça me donne -1. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc oubliez la méthode PHP où on a tout un tas de méthodes, de fonctions de base. En JavaScript, en fait, toutes les variables sont d'un certain type. Et vous pouvez vous rendre sur la documentation, donc MDN, ou d'ailleurs, si vous aimez bien aussi le site devdocs.io, il vous donne des informations. Donc à vous de voir celui que vous préférez. Au début, je vous conseille de passer par MDN parce que les choses sont bien organisées. Et de la même manière que pour PHP, toutes les méthodes n'ont pas forcément le même effet. Dans le cas du indexOf, c'est une méthode qui retourne entre guillemets quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez stocker le résultat b égale a.indexOf de a. En revanche, certaines méthodes, comme on l'a vu avec le push, ce sont des méthodes qui modifient l'élément sur lequel elles sont appliquées. Donc c'est un peu comme ce que l'on a en PHP avec des fonctions qui prennent l'élément en référence ou non. Alors avant d'attaquer les classes, qui sont quand même une grosse partie et une grosse manière d'organiser notre code en PHP, on va parler vite fait de la portée des variables. Donc les variables ont une portée limitée seulement dans les fonctions. En revanche, lorsque vous écrivez une boucle ou une condition, la portée est globale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais vous faites un for var i égale 0, i est inférieur à 3 et i++, et qu'à l'intérieur vous faites un var d égale je sais pas quoi, si ici vous faites un coup de d, d aura pris la valeur à la fin de la boucle. Donc là en l'occurrence ça sera je sais pas quoi. Il n'y a pas une notion de scope au niveau des blocs. C'est-à-dire qu'une variable qui est déclarée dans un if ou dans un for, elle est accessible en dehors du script. Donc il faudra faire attention à ça. Donc de manière générale, on évitera de faire un var dans un bloc, mais on le mettra tout au-dessus, histoire de penser que cette variable a été déclarée et est disponible globalement. Donc de la même manière, si vous avez besoin de la variable i, vous pouvez aussi la déclarer globalement. Alors vous pouvez l'écrire sur plusieurs lignes, mais vous pouvez aussi mettre directement virgule l'autre chose que vous voulez déclarer. Voilà. Dans ce cas-là, d et i vaudront undefined et au fur et à mesure qu'il déroulera le script, ça aura une certaine valeur. Si à la fin de mon script j'affiche d, il me dira je sais pas quoi, et i, ça sera la dernière valeur qu'aura pris l'itération. Donc là en l'occurrence, i aura comme valeur 3 à la fin de cette exécution. En revanche, si je crée une fonction démo, et dans cette fonction je déclare une variable, par exemple je vais l'appeler a égale salut, si en dehors de cette fonction j'essaie d'accéder à a, je vais avoir une erreur. Tout simplement parce que là, une variable qui est déclarée à l'intérieur d'une fonction n'est pas accessible depuis l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est pareil un petit peu en PHP. Lorsque vous déclarez, il n'y a pas vraiment de déclaration, mais lorsque vous créez une variable dans une fonction, elle n'est pas accessible en dehors. Donc si vous faites un coup de démo, d'un coup vous ne vous retrouvez pas avec une valeur pour a. En revanche, il y a une grosse différence et en plus il y a une super manière de se planter au niveau de la sémantique. En JavaScript, les fonctions ont accès à l'extérieur. C'est-à-dire que si je crée ici une variable que j'appelle b et je lui donne la valeur 3, si je demande à cette fonction de faire un return de 3 fois b, ça en PHP, ça me dirait la variable b n'est pas définie. En JavaScript, ça ne lui pose pas de problème. Donc si j'essaie d'exécuter ce code au niveau de mon navigateur et que je fais maintenant démo, je vois que ça va me donner 3 fois 3 parce que b aura la valeur 3. Si je change la valeur de b, vu qu'il est défini globalement, si je réappelle la fonction démo, forcément la valeur a changé parce qu'il fera 3 fois la nouvelle valeur de b, 3 fois 9, 27. Mais globalement, ce que vous devez retenir, c'est que
En JavaScript, une fonction peut avoir accès aux variables depuis l'extérieur. En PHP, on peut faire ça, c'est-à-dire que si on crée une closure justement, une fonction anonyme, si on veut lui dire il faut que tu utilises B qui est accessible depuis l'extérieur, donc ça serait un truc comme ça, hop. J'essaie de penser à mettre les points-virgules parce que forcément de passer du JS au PHP, c'est le bordel. Donc là, c'est une fonction qui s'appellerait demo. Si je fais un return de 3 fois $B et qu'ensuite j'essaie d'appeler cette méthode-là, si j'essaie de faire ça au niveau de mon navigateur, il va me dire non, mais la variable B, je ne la connais pas. Donc ce que l'on peut faire en PHP, c'est lui dire utilise le contexte extérieur et utilise la variable B. Si je fais ça, mon code, lui, devient valide. Donc là, en l'occurrence, il n'affiche rien parce que je n'ai pas mis de echo. Mais vous avez compris le principe. En JavaScript, c'est fait automatiquement. Là où ça devient encore plus déstabilisant, c'est que vous pouvez avoir une variable globale, par exemple, qui vaut 1 et qui s'appelle A. Et dans la fonction, vous pouvez redéclarer une variable qui s'appelle A et qui aura la valeur 2. Donc si vous faites ça, dans cette fonction-là, dès qu'on fera par exemple A égale 3, on modifiera cette variable globale. En revanche, si en dehors de cette fonction, je lui demande la valeur de A, il me dira toujours c'est 1. De la même manière, si dans cette fonction, on ne mettait pas le var A et qu'on mettait A égale 3, il dit vu que tu n'as pas le var devant, je considère que tu essaies de modifier la variable qui est définie globalement. Et dans ce cas-là, si on appelle la fonction démo une fois, automatiquement, ça changerait la valeur de A et ça mettrait comme valeur 3. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention à bien mettre le nom de la variable, parce que si vous ne le mettez pas, si vous mettez directement A égale 3, il va croire que vous essayez de modifier la variable globale. Et ça peut avoir des effets de bord très 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 néfastes. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une variable, lorsqu'elle est déclarée, elle a un contexte global, sauf lorsqu'elle est déclarée à l'intérieur d'une fonction. Et par rapport à PHP, une grosse différence, c'est qu'on n'a pas cette notion de use. Automatiquement, une fonction a accès au contexte extérieur. Après, libre à vous d'utiliser ou non cette fonctionnalité suivant les cas. Alors maintenant, nous allons voir les classes et comment on transvase ça en JavaScript. Et vous allez voir que c'est un truc un petit peu particulier. Alors pour créer une classe en PHP, il suffit d'utiliser le mot-clé classe et de donner un nom à notre classe. À l'intérieur, ensuite, on peut avoir des propriétés qui sont publiques, privées ou protégées. Donc là, on va en créer une qui va s'appeler nom. On peut avoir un constructeur qui va indiquer comment on va construire notre élément. Donc là, par exemple, j'aurai une fonction construct qui prendra en paramètre le nom et qui le mettrait automatiquement au niveau de l'instance. Voilà, donc je prends un exemple simple. Et ensuite, on peut imaginer avoir des méthodes spécifiques, pareil, qui sont en public, privé ou protégé, comme une méthode moyenne qui ferait une somme des notes de l'élève et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on va mettre un return de 10 tout simplement. On ne va pas s'embêter à faire les calculs, ce n'est pas le but de cette vidéo. Ensuite, si je souhaite utiliser ma classe, il me suffit de faire $élève égale new élève et je lui passerai un nom, vu que j'ai besoin d'un nom au niveau de mon constructeur. Donc comment ça se traduit en JavaScript? Donc en JavaScript, ça peut vous sembler un petit peu particulier, mais il n'y a pas véritablement de notion de classe. Le JavaScript, c'est un langage qui est orienté objet, mais qui utilise plutôt un système de prototype pour fonctionner. Alors il faut savoir que directement au niveau de nos objets, on va pouvoir créer des méthodes. Donc par exemple, si je crée, comme on l'a vu au début, un objet élève, je peux effectivement lui donner un nom. Donc on ne mettra pas de nom par défaut. Et ce que je peux faire, c'est lui créer des méthodes. Et pour créer des méthodes, il me suffit de lui donner une propriété, mais plutôt que de lui donner une valeur arbitraire, je lui passe en paramètre une fonction. Ensuite, si je souhaite utiliser cet objet-là, je peux faire élève.nom pour récupérer le nom et élève.moyenne si je veux appeler la fonction moyenne. Mais le problème, c'est que ce n'est pas réellement ce que je veux faire. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est ensuite pouvoir me dire, je crée un objet Jean qui serait en fait une instance d'élève. Globalement, il aurait une méthode moyenne et par contre, vu que c'est une instance, on pourrait lui assigner un nom particulier. En JavaScript, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va créer ce que l'on appelle un prototype. Donc globalement, nos objets peuvent avoir, comme on l'a vu, des propriétés et des méthodes, et ils peuvent aussi avoir un prototype. Un prototype, c'est une propriété particulière qui est un objet, qui peut lui-même avoir des propriétés et des méthodes. Lorsque l'on va appeler une méthode ou une propriété, ce que va faire le JavaScript, c'est qu'il va vérifier est-ce que l'objet a cette propriété-là. Si cet objet-là a cette propriété, automatiquement il l'appelle. En revanche, s'il ne trouve pas la propriété ou la méthode, il va chercher dans le prototype. Et s'il la trouve dans le prototype, il l'appelle. S'il ne la trouve pas, il va regarder si le prototype a un prototype. Et ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc nous, ce que l'on peut faire, c'est créer par exemple une variable élève qui a donc une seule méthode moyenne. Et ensuite, on peut lui dire, bon, ben, je veux que tu crées un objet, mais plutôt que de créer un objet basique, tu vas créer un objet qui aura comme prototype cet élève-là. Donc pour cela, on peut faire en JavaScript object.create et indiquer l'objet qui servira de prototype. Si je regarde ça au niveau de ma console, si je regarde mon objet Jean, ben, c'est un objet qui pour l'instant n'a rien, et on voit qu'il a une propriété particulière qui s'appelle proto. Et dans ce proto, ben, je retrouve en fait mon objet élève avec ma fonction moyenne. Donc après, ben, c'est un objet classique. Si j'ai envie de lui assigner un nom, ben, je peux faire Jean.nom égale nom. Et là, non, plutôt on va l'appeler Jean. Si ben, je re-regarde mon objet Jean, il a une propriété propre, donc qui est la propriété entre guillemets qu'on pourrait dire d'instance, qui est son nom. Et après, il a son prototype avec la moyenne. Donc de la même manière, hop, au niveau de mon prototype, si jamais j'avais aussi une propriété nom, qu'on on appellerait élève, par défaut, si je réactualise la page et que je re-regarde mon objet Jean, ben, il a toujours son nom qui lui est propre et on a toujours dans le prototype le nom élève. En revanche, si je lui demande ben, la variable nom, ben, il va me sortir Jean, parce qu'il va regarder d'abord les propriétés qui sont propres à l'objet. Si je crée un nouvel élève en faisant par exemple mark égale object.create et je crée un nouvel élève et je crée un nouvel objet basé sur élève, si je lui demande son nom, il va dire ah ben dans cet objet là effectivement je n'ai pas de propriété nom, donc je regarde dans le prototype et dans le prototype j'ai un nom, donc je te retourne ça. Donc on n'a pas véritablement de notion de classe en JavaScript. C'est-à-dire que si on veut créer un nouveau type de variable que l'on va appeler élève, on va créer un objet qui va nous servir de modèle. On ne dira pas qu'une variable est une instance d'une classe, mais en fait, une variable est une instance d'un type d'objet. Donc là, en l'occurrence, nos variables Jean et Marc sont des instances du type élève. Donc d'ailleurs, lorsque vous définissez des méthodes au sein d'un objet, si vous faites par exemple présent, on va créer une fonction qui dit je suis présent. Dans cette fonction, on aimerait bien afficher le nom de la personne. Mais pour afficher le nom de la personne, on peut faire comme en PHP, où on a une variable this qui fait référence à l'objet. En JavaScript, on fait appel à this directement. Donc si je veux le nom de l'élève, ben, je peux faire this.nom. Et ensuite, on afficherait présent. Et ça, hop, je vais le return. Donc si maintenant ben, je retente, si je fais la méthode présent sur Jean, ben, automatiquement ça me fait bien Jean présent. Si je crée un nouvel élève mais que je lui donne pas de nom, hop, ben, ce qu'il va faire, c'est que lorsque je ferai appel à vis.nom, il va dire ah ben vis.nom je ne le connais pas, je ne le trouve pas. Donc lorsque tu feras marque.présent, je ferai appel au nom mais directement sur cet objet-là qui sert de prototype. Alors c'est un petit peu particulier, mais vous inquiétez pas, on va refaire des exemples et ça vous parlera peut-être un petit peu mieux au fur et à mesure. Donc c'est difficile à expliquer, mais au final c'est vrai que c'est relativement simple. C'est juste une propriété prototype qui est utilisée comme ça. C'est assez particulier effectivement quand on vient dans le monde de PHP. Alors cette manière de fonctionner a plusieurs particularités. Première particularité, je peux définir une méthode sur une instance, chose qu'on ne peut pas faire en PHP. Par exemple, ben, je peux me dire, Jean, on va lui donner une méthode parler, et ben, cette méthode, ça sera une fonction qui fera un return de salut. Si je fais ça, ben, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer une méthode qui est disponible sur l'instance Jean. Lorsque je demande d'afficher Jean, ben, il a une propriété nom et il a une méthode parler. En PHP, on ne peut pas vraiment se dire, allez tiens, sur cet objet-là, je vais rajouter une propriété qui sera une nouvelle méthode. Non, ça ne va pas véritablement fonctionner. Autre chose très très particulière, c'est qu'on peut modifier le prototype qui est utilisé. Donc dans mon cas, Marc et Jean, ce sont deux objets qui ont le même prototype, qui est le prototype élève. Et ce que je peux faire, c'est modifier ce prototype à la volée. Par exemple, je peux me dire maintenant dans élève, plutôt que dire qu'il est présent, je vais changer la méthode présent et je vais l'appeler et je vais lui faire juste un return de salut. Si maintenant je demande à Marc d'afficher présent, plutôt que de faire un élève présent, il affichera salut.
Donc contrairement à PHP où une fois qu'une classe est définie, elle est figée entre guillemets, avec le JavaScript et ce système d'héritage prototypal et d'héritage par prototype, le prototype peut être modifié à n'importe quel moment, ce qui fait que l'on peut rajouter ou supprimer ou même modifier après coup des méthodes qui seraient disponibles sur différents objets. Donc c'est quelque chose qui est à la fois bien parce que ça nous permet d'avoir un langage qui est beaucoup plus facile à faire évoluer et à la fois négatif parce que ça permet aux gens aussi de faire du monkey patching. C'est-à-dire qu'on peut se dire tiens je modifierais bien cette méthode et ça peut avoir des effets de bord et ça peut affecter beaucoup plus de choses que l'on ne le pense. Voilà, donc après c'est à l'utilisation qu'il faudra voir si c'est intéressant ou pas de l'utiliser. Donc ce que l'on vient de voir, ça permet de résoudre le problème des fonctions, comme ceci, des méthodes, et ça permet aussi de résoudre le problème des propriétés. En revanche, on ne peut pas, avec ce système-là, avoir un système de constructeur. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir construire mes objets en utilisant une petite méthode qui pourra avoir une petite logique à l'intérieur. Donc on a la possibilité de faire ça en JavaScript. Donc en JavaScript, pour créer un constructeur, il ne faut pas forcément en déclarer de classe, il suffit de créer une fonction. Donc je vais créer une fonction que je vais appeler élève. Et dans cette fonction, je lui demanderai de passer en paramètre un nom. À l'intérieur de cette fonction, je vais mettre le même code qu'en PHP. Donc là, vous vous dites, c'est quand même bizarre, tu crées une fonction, le vis, il n'a aucun sens ici, c'est un peu bizarre. Donc c'est comme ça, en JavaScript, on peut créer des constructeurs sous forme de fonctions. Si ensuite on souhaite utiliser ce constructeur, il nous suffit de créer une variable et de faire new le nom de notre constructeur. Donc nous en l'occurrence, on fera new élève et là on l'appellera Jean. Si je veux créer un nouvel élève Marc, je fais new élève Marc et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les fonctions en JavaScript peuvent être utilisées comme des fonctions basiques évidemment, mais peuvent aussi servir dans ce cas-là de constructeur. Si je réactualise ma page et que je lui demande d'afficher Jean, Jean, on voit qu'il ne me dit plus que c'est un objet, il me dit que c'est une variable qui est une instance du type élève, et dans cette variable-là, j'ai un nom, Jean. Ce qu'il faut savoir, c'est que les variables qui sont définies comme ça et qui sont utilisées en tant que constructeur ont un prototype. Si je fais élève, donc mon constructeur, et que je lui demande d'afficher le prototype, ça m'affiche un objet, qui pour le moment est un objet vide. Et dans cet objet-là, on a le constructeur, qui, on le voit, reprend ce que l'on a fait. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand on crée une fonction comme ceci, hop, ça crée tout simplement un objet qui a cette propriété constructeur. Et cet objet a ce fameux prototype, qui contient différentes méthodes, mais on y reviendra un petit peu plus tard dessus. Alors pourquoi cet objet-là est important? Tout simplement parce que lorsque l'on crée une nouvelle instance en faisant new élève, ce qui se passe, c'est que l'objet Jean et l'objet Marc vont avoir pour prototype le prototype de cette fonction-là. Si je souhaite leur ajouter une méthode moyenne, je peux faire élève, donc mon objet qui est donc mon constructeur, point prototype, point le nom de la méthode moyenne, et là je vais reprendre ce que j'ai écrit en PHP, je vais juste faire un return de 10. Voilà. Si je réactualise ma page et que je re-regarde mon objet Jean, mon objet Jean va avoir une propriété nom qui va lui être propre, qui a été définie grâce au constructeur. Et ensuite, il aura un prototype. Et à l'intérieur de ce prototype, je vois ma méthode moyenne. Le prototype de cette variable Jean, c'est donc le prototype que j'ai ici. De la même façon que tout à l'heure, comme je vous le disais, ce prototype peut évoluer au fur et à mesure. Par exemple, si je lui demande d'afficher la moyenne, ça m'affiche 10. Mais si je me dis, je vais prendre les prototypes de la variable élève et me dire, allez, je rajouterai bien une méthode parler. Et là, je fais un return de blablabla. Je viens de modifier le prototype de la variable élève. Ce prototype-là étant utilisé pour Jean et pour Marc, du coup, Jean et Marc viennent d'acquérir les méthodes parler. Donc si je fais Jean.parler, hop, il fait blablabla, et de la même façon, Marc.parler, il fait blablabla aussi. Donc lorsque l'on veut créer en fait des nouveaux types de variables, c'est cette syntaxe-là que l'on va utiliser. Donc le object.create que je vous ai montré tout à l'heure, il est utile, mais en général, on va plutôt utiliser ça. Donc si on veut traduire ce que l'on a ici en PHP en JavaScript, voilà comment ça se fait. On crée d'abord le constructeur sous forme de fonction, et ensuite les méthodes, on les définit directement au niveau du prototype. Lorsque l'on crée une nouvelle instance de ce type d'objet-là, ce qui se passe, c'est que les objets qui sont créés héritent de ce prototype-là, et du coup obtiennent automatiquement la méthode moyenne et les autres propriétés que l'on pourrait définir.
En revanche, il faudra faire attention, hein, si jamais vous vous dites, ben, tiens, pour Jean, ben, je modifierai bien la méthode moyenne, ben, ce que vous faites ici, c'est que vous modifiez la méthode moyenne juste pour cette instance-là. Ça n'affecte pas tous les autres objets. Si vous voulez affecter tous les objets, il faudra revenir à la classe qui est utilisée comme base et modifier son prototype. Voilà, donc c'est un petit peu particulier, mais c'est comme ça que fonctionne le JavaScript. Et il faut savoir que ce prototype-là peut aussi, lui, être un prototype de quelque chose d'autre. Et ça peut comme ça remonter de cran en cran. Donc maintenant que l'on a compris ça, on peut revenir au principe des chaînes de caractères, les choses que je vous avais montrées au tout début. Les chaînes de caractères, c'est une sorte de type d'objet particulier, et sur ces chaînes de caractères, pareil, elles vont avoir un prototype que je vais pouvoir utiliser. Donc si par exemple j'affiche la variable 1 en chaîne de caractères et que je fais underscore proto, ça me donne le prototype. Et le prototype, comme dans mon cas de Jean, le prototype c'était élève, dans le cas d'une chaîne de caractères, le prototype c'est string.prototype. Et à l'intérieur, du coup, j'ai toutes les méthodes dont je vous parlais. Donc ce que l'on peut faire, ça c'est vraiment propre au JavaScript, encore une fois on ne peut pas le faire effectivement en PHP, c'est qu'on peut prendre l'objet string qui est l'objet natif du langage, prendre son prototype et se dire tiens je rajouterai bien une méthode. Par exemple je rajoute une méthode lol qui fait un vis, donc vis fera référence à la chaîne de caractères et je lui rajoute ensuite lol après. Bon c'est une fonction complètement con, on est d'accord, ça sert absolument à rien mais c'est pour vous montrer l'exemple. Si je fais ça, je viens de modifier le prototype de string. Toutes les chaînes de caractères ayant comme prototype ce prototype-là, maintenant toutes les chaînes de caractères ont la méthode lol. Donc, si je fais lol, hop, ça me donne la chaîne de caractères suivie de lol, et ainsi de suite avec toutes les chaînes de caractères. En revanche, il y a certaines notions qui ne se traduisent pas en JavaScript, notamment la notion de public, privé et protégé. Cette notion-là n'existe pas en JavaScript. Donc tout ce qui est défini est accessible publiquement. Il n'y a pas de notion de privé ou de variable qui ne serait pas accessible depuis l'extérieur. Ensuite, en PHP, si vous voulez créer des méthodes statiques, par exemple, vous pouvez être tenté de faire une classe session. Je prends des exemples un petit peu bidons, hein, et vous avez une fonction que vous allez appeler get. Et ensuite, dès que vous en avez besoin, vous faites un session get. En JavaScript, il n'y a pas véritablement de manière de traduire ce truc statique-là. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement créer une variable session qui sera un objet. Et dans cet objet, on crée une méthode get. Voilà. Ensuite, lorsque je souhaite appeler cette méthode, je fais tout simplement un session.get. Voilà, ça fonctionne en fait comme un objet classique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui demande du code en PHP, mais qui n'en demande pas en JavaScript. Donc ça, cette notion de classe entre guillemets statique, on va tout simplement appeler ça des objets en JavaScript, c'est très utilisé pour, pareil, des éléments dans le corps. Par exemple, si vous cherchez toutes les fonctions mathématiques, en PHP c'est pareil, elles sont balancées dans un namespace global, donc il faut les trouver. En JavaScript, vous avez un gros objet qui s'appelle math, qui contient tout un tas de propriétés de méthodes liées aux mathématiques. Donc par exemple, si vous voulez la valeur de pi, vous pouvez faire math.pi, c'est une propriété de l'objet math. Si vous voulez accéder à un arrondi, vous faites un rand de n'importe quoi. C'est .32. Et automatiquement, ça vous l'arrondit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc toutes les opérations mathématiques, cosinus, sinus, arrondi, supérieur et compagnie, c'est dans un gros objet math. Ils ont décidé de tout mettre ça dans l'objet mathématique pour pas que on s'y perde et qu'on ne sache pas où les trouver. Voilà, c'est une manière d'organiser les choses. Mais il y a assez peu finalement de gros objets comme ça en JavaScript qui sont utilisés sans être instanciables. Enfin, dernière petite chose, comment on gère l'héritage. Par exemple, imaginons je vais créer en PHP une classe déléguée. Hop. Et dans cette classe, on imagine avoir une propriété rôle, et ce rôle, ça serait délégué. Voilà. Donc là, globalement, je crée une classe qui permet de modifier une variable ou même de modifier une fonction. Donc là, par exemple, j'imagine dans ma classe de base avoir pareil une variable rôle qui est élève par défaut. Et après, on imagine que lui, il a une fonction moyenne qui fait un return 15. Bon, je prends un exemple volontairement simple pour pas complexifier les choses. Et en PHP, si je veux dire, ce délégué, il a les mêmes méthodes qui sont disponibles au niveau de la classe élève, je fais un extends de élève. Allez, d'ailleurs, ici, tant qu'on y est, on va faire public function présent. Et on va mettre notre return le nom de la personne,
le nom de la personne, vis, nom, et ensuite on va mettre présent. Je vais juste traduire cette fonction-là en JavaScript. Donc là, je fais élève.prototype.présent. Hop, et la fonction, ça sera, ça fera un vis.nom. Et ça rajoutera présent. Ce que j'aimerais bien faire, c'est me dire, tiens, Marc, maintenant, c'est un délégué. Et du coup, il a sa moyenne qui est modifiée et son rôle qui est modifié. Donc c'est quelque chose que l'on fera assez peu en JavaScript parce que vous allez le voir, ce n'est pas du tout pratique à écrire. Donc globalement, on veut faire un new délégué. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est créer un nouveau constructeur. Donc là, on va faire var délégué égale une fonction qui prendra en paramètre le nom et ensuite, ça fera différentes choses. Ça définira par exemple le rôle en mettant que le rôle est délégué. Et donc là, on doit appeler le parent, le constructeur parent. Alors en JavaScript, c'est un petit peu chiant parce qu'on ne peut pas faire élève. Hop. Parce que si on fait élève, il va tout simplement appeler la fonction. On ne peut pas faire new élève parce que ça va nous retourner un objet qui n'est pas le bon. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est faire élève.call. Donc ça permet d'appeler une méthode et on peut lui passer en paramètre le contexte. C'est-à-dire, globalement, la valeur que prendra vis. Donc là, on lui dit, voilà, tu passes l'objet vis. Donc vis fera référence à cet objet-là. Et ensuite, tu lui passes en paramètre les autres trucs que tu souhaites envoyer. Donc voilà comment on peut avoir un constructeur qui utilise un autre système. Donc je vais sauvegarder et je vais essayer de regarder la valeur de Marc. Si j'actualise et que je fais Marc, je vois que Marc, c'est bien un délégué, il a le nom Marc et il a le rôle délégué. Si je fais Marc et que je lui demande le prototype, je vois que ça me donne un objet vide. Parce que automatiquement Marc hérite du prototype délégué. Et le prototype délégué, pour l'instant, est vide. Donc, il faut que je dise au prototype délégué qu'il a comme prototype le prototype d'élève. Donc, vous voyez déjà comment ça commence à être le bordel. Je vous l'explique juste pour que vous sachiez, mais vous allez voir que vous n'allez quasiment jamais l'utiliser, en tout cas pas au début, parce que c'est un enfer à écrire. Donc, globalement, je fais délégué.prototype, et je vais utiliser la méthode object.create que l'on a vu, et je crée un nouvel objet vide qui aura comme prototype mon élève.prototype. Voilà. Si je réactualise et que je réaffiche Marc, je vois bien que le délégué a comme prototype élève qui a lui-même le prototype object. Enfin, dernière petite chose qu'il faut corriger, c'est que lorsqu'on fait délégué.prototype égale object.createElève.prototype, ça importe toutes les propriétés. Et donc là, on a besoin de redéfinir le constructeur sur le délégué. Donc on fait délégué.prototype.constructor et on lui dit que c'est la méthode délégué. Voilà globalement comment on fait les trucs. Et après, je peux dire, tiens, sur le prototype de délégué, donc qui est maintenant hérité de élève, je vais définir ma nouvelle fonction moyenne. Je fais point moyenne. Hop. Et ça fera une function qui retournera 15. Si je réactualise la page et que je lui demande d'afficher Marc, Marc c'est un délégué, je vois qu'il a les propriétés nom et rôle. Dans le prototype de délégué, je vais avoir le constructeur et la moyenne. Et ce truc-là a comme prototype élève qui a lui les méthodes moyennes et présent. Et ensuite, on a enfin le prototype objet. Parce que globalement, tous les objets que l'on va créer en JavaScript auront comme prototype de base le prototype d'objet. C'est comme si tous les trucs en PHP extendaient d'une certaine classe qui s'appellerait base ou object. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas en PHP. Mais en JavaScript, tous les objets que l'on va créer, que ce soit les entiers, chaînes de caractères, même des objets nous-mêmes, des prototypes, des fonctions, tout ce que l'on veut, ils auront comme prototype systématiquement object. Donc si vous regardez dans la documentation et que vous descendez un petit peu, vous allez avoir object et du coup ils ont tous ce prototype-là avec toutes ces méthodes-là qui sont disponibles. Donc on peut avoir toString pour convertir en chaîne de caractères, asOwnProperty pour vérifier s'il y a une propriété, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon après c'est pas forcément intéressant, on va quasiment jamais les utiliser. Du coup, si je reviens sur ma page, lorsque je vais appeler la méthode moyenne sur délégué, il va dire est-ce que Marc l'a? Non, il a un nom mais il a un rôle mais il n'a pas de méthode moyenne. Je regarde sur le prototype. Ah, le prototype a cette fonction moyenne, donc j'appelle cette fonction-là. Et par exemple, si je lui demande maintenant présente-toi, si je fais un marc.présent, il fait ah, l'objet ne l'a pas. Je regarde son prototype. Le prototype ne l'a pas. Donc je regarde le prototype de son prototype. Ah, le prototype du prototype a la méthode présent, donc j'appelle présent.
Donc si je fais marque.présent, ça me donnera automatiquement marque présent. Donc voilà comment fonctionne le JavaScript. Donc vous le voyez, ça n'a pas forcément la même syntaxe et c'est pas forcément aussi facile que ce que l'on écrirait en PHP. Bon, ceci étant dit, à l'usage, c'est assez rare que l'on utilise ce système d'héritage. On va certes avoir des objets que l'on va pouvoir créer comme ça on va le faire assez souvent. En revanche, avoir plusieurs niveaux de profondeur, c'est assez rare. Pour la bonne et simple raison que c'est relativement chiant à écrire. Il faudra véritablement arriver dans des cas très très spécifiques pour en avoir besoin. Enfin, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit et comme je vous le dis au fur et à mesure de cette vidéo, le JavaScript continue à évoluer et on va avoir une nouvelle syntaxe qui est disponible dans l'ECMAScript 2015, qui est la nouvelle version du langage. Si vous regardez en fait le chapitre concernant l'héritage en JavaScript, donc on vous récapitule un petit peu ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Donc avec le système de constructeur, avec le object.create, et avec la nouvelle version, on va pouvoir écrire les choses comme ça. Et là, vous remarquez que la syntaxe est quand même beaucoup plus agréable. On va avoir la possibilité de créer des classes en écrivant classe, et on va pouvoir créer le constructeur en écrivant comme ça, et du coup, c'est une syntaxe beaucoup plus proche que celle que l'on connaît en PHP. Ceci étant dit, on ne peut pas encore l'utiliser parce qu'elle n'est pas comprise par les navigateurs. Donc si on veut utiliser cette syntaxe-là, il faudra utiliser des outils pour transposer notre code en langage en JavaScript compatible navigateur. Donc ça c'est une notion un petit peu plus poussée et du coup on ne l'utilisera pas pour le moment. Mais attention, même si vous voyez cette nouvelle manière d'écrire les choses, ça ne veut pas dire que le JavaScript pour autant a changé. Non, il utilisera derrière toujours ce système de prototype. Donc même si vous choisissez plus tard d'utiliser la nouvelle syntaxe et d'utiliser des outils pour convertir votre code, derrière ça fonctionnera toujours de la même façon. Il y aura toujours ce système de prototype. Donc le JavaScript fonctionne sur ce système d'héritage par prototype. Enfin, un dernier petit point que je voulais éclaircir, c'est la notion de this. This en PHP fait toujours référence à l'instance. Dans le cas du JavaScript, ce n'est pas forcément le cas. Lorsque l'on appelle une méthode, on peut lui passer un paramètre this qui permet d'injecter en fait un contexte. Donc suivant les cas, this n'aura pas forcément le même sens. Et chose qui est encore plus étrange, c'est que si vous faites this n'importe où dans votre code, ça a une valeur. Si vous faites $this en PHP, il va vous dire non, mais this, je le connais pas, tu n'es pas dans un objet ou dans une classe. En JavaScript, en fait, this fait toujours référence au contexte parent ou au contexte global. Donc si vous faites this dans une fonction, par exemple si vous faites fonction démo, hop, et que là vous faites un return de this. Si je fais la méthode démo comme ça, this fait référence à un objet global. Donc dans le cas du navigateur, c'est window, mais on en parlera plus tard. Mais si jamais vous faites une nouvelle construction, si vous faites un var Jean égale new démo, le this n'aura pas du tout le même sens. This fera référence tout simplement à l'objet. Et du coup, this aura comme valeur un objet vide et dans lequel je pourrais y assigner des noms, des choses comme ça. Alors, un exemple frappant de ce truc-là, c'est par exemple, alors on va modifier. Donc je vais quand même garder ce code de côté, voilà, parce que ça peut être utile. Et on va rester juste sur l'exemple le plus simple, parce que je ne veux pas tout mélanger et que tout devienne confus. Voilà, donc là, si je veux créer un nouvel élève, je fais var Jean égale new élève. Donc dans ce cadre-là, this fait référence tout simplement à l'objet. Par contre, si je crée une fonction, donc là par exemple je crée une fonction a, hop, et à l'intérieur de cette fonction, je lui demande d'afficher le nom de la personne. Donc je fais this.nom. Et je lui demande de retourner ça. Et ensuite, j'appelle tout de suite cette méthode-là. Donc si on lit le code, là on se dit, tiens, this fera référence tout simplement à notre instance, et du coup, A me donnera le nom de la personne. Donc si ici je passe Jean, ça devrait me donner Jean. Si je réactualise la page, et que je lui demande d'afficher la moyenne, il me sort undefined. Bizarre. En fait, dans ce cas-là, this ne fait pas référence à l'objet. Donc si vous voulez tester côté navigateur, vous pouvez mettre le mot-clé debugger, et si vous avez la console d'activer et que vous appelez la méthode qui a ce mot-clé debugger, en fait ça va mettre un point d'arrêt, ce qui vous permet d'inspecter les choses. C'est comme ce que vous avez avec, je crois que c'est xdebug quoi. Donc à l'intérieur, je vois que this ne fait pas référence à l'objet, mais fait référence à window. Donc il faudra bien faire attention parce que dès que vous êtes dans une fonction, this fait référence toujours à l'objet global. Si vous êtes dans une fonction qui est appelée au niveau d'un objet, this fera référence à l'objet lui-même. Donc si on veut solutionner ce problème-là, ce que l'on va faire en JavaScript,
on va créer une variable self, et dans cette variable, on va sauvegarder la valeur de vis. Et ensuite, vu que les fonctions ont accès au contexte extérieur, ben dans cette fonction, ben plutôt que d'appeler vis, j'appelle self. Donc je peux l'appeler self, et comme j'aurais pu l'appeler as, hein, peu importe. C'est moi qui ai choisi ce nom-là, parce qu'il est plus logique. Si maintenant je sauvegarde et que je réactualise la page, lorsque je vais appeler ma méthode moyenne, ben ici, j'aurai toujours vis qui fera appel à window. Par contre, ben, j'ai un nouveau truc qui s'appelle une closure. Et à l'intérieur, j'ai bien self qui fait référence à mon élève. Voilà. Donc c'est une petite subtilité, mais c'est vrai qu'on a tendance à partir du principe, quand on fait du PHP, que vis fait toujours référence à une instance, ce qui n'est pas forcément le cas en JavaScript. Alors d'ailleurs, et c'est ce que je vous disais quand je vous disais qu'il y a un problème de sémantique, vous voyez que là on a le mot closure. Alors closure, ça peut prêter à confusion parce qu'en PHP, c'est une classe qui désigne en fait qui est utilisée pour créer des fonctions anonymes. Donc souvent on dit une classe anonyme, c'est une closure. En JavaScript, ben, une closure, c'est pas du tout ça. Une closure, ça présente une fonction qui enferme une autre fonction et qui lui donne un contexte local. Donc là, c'est exactement ce que je fais. C'est que j'ai une fonction. Dans cette fonction, ben, je crée un contexte local, en créant une variable locale, qui ensuite peut être utilisée dans d'autres fonctions. Donc ce pattern-là, c'est ce que l'on appelle une closure en JavaScript. Encore une fois, ne paniquez pas forcément si ça vous semble trop compliqué. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave parce qu'avec des exemples concrets, ça vous parlera beaucoup mieux. Là, c'est vrai que j'essaie de vous faire vous expliquer les trucs dès le début parce que je veux vraiment éviter les amalgames et si jamais vous allez voir d'autres formations, que vous ayez les bonnes bases. Mais vous inquiétez pas, il y a ces patterns et ces choses comme ça, on aura l'occasion de les pratiquer et de les voir dans des cas concrets. Vous allez voir que ça me fait beaucoup plus de sens. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça. Du coup, maintenant que l'on a compris tout ça, je pense vous montrer une petite fonction qui est très très intéressante et qui va vous permettre de faire des boucles au niveau des tableaux et qui va vous permettre d'éviter de faire le for comme on l'a vu au début. Donc je vous l'ai dit, en JavaScript, on n'a pas véritablement de for each pour parcourir les tableaux. Et c'est un petit peu problématique. Donc, il nous suffit de regarder dans la documentation et de regarder la documentation pour les tableaux. Donc ici, dans les objets globaux, je vais regarder l'objet array. L'objet array, il va avoir une méthode au niveau de son prototype. Si je cherche for each, hop, je tombe sur une méthode for each. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de for each en JavaScript. En revanche, c'est un for each qui ne s'utilise que pour les tableaux. Donc on ne peut pas faire un for each par exemple sur un objet. Donc si on veut l'utiliser, on prend notre tableau et on lui envoie un callback. Donc si j'imagine ici, je vais mettre des notes à Jean, je fais Jean.note et je lui donne un tableau. Donc on va dire qu'il a 10 et 12, et je veux calculer sa moyenne, véritablement. Ce que je pourrais faire, c'est faire un var somme égale 0. Ensuite, là je ne mets pas les virgules, ensuite je lui dis pour i égale 0, i strictement inférieur à la taille du tableau, donc ça sera vis.note.length. Et ensuite, je fais un i++. Au fur et à mesure, j'incrémente la somme en faisant somme plus égale la note en question. Donc, c'est vis.note et je prends l'index qui correspond. Et à la fin, je fais un return de la somme, donc qui sera la somme des différentes notes, divisée par la taille de ce truc-là. Donc, ça sera vis.note.length. Et si je veux afficher quelque chose de plutôt correct, plutôt que d'afficher des trucs à virgule, je peux faire un mat.rand. Voilà, là on utilise un petit peu tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Donc si maintenant je lui demande d'afficher la moyenne, hop, au niveau de mon système, mais il me suffit de faire Jean.moyenne et ça va bien me donner 11. Ça, je peux le remplacer en utilisant le for each. Donc là, je peux mettre vis.note, donc ça c'est un tableau, .for each, et ça prend en paramètre ce que l'on appelle un callback. Donc c'est ce que l'on utilise aussi en PHP, par exemple pour le array map. Quand on fait un array underscore map, on lui passe en paramètre une fonction qui permet d'itérer sur les tableaux. Ça fonctionne exactement pareil en JavaScript. Donc là, on peut lui passer un callback qui sera une fonction qui prendra en paramètre chaque note. Sauf que contrairement au PHP, cette fonction-là a accès au contexte extérieur. Donc ici, je peux lui dire, tu fais somme plus égale la note. Voilà, ce qui permet d'écrire un code qui est beaucoup plus concis. Somme ici n'est pas définie dans cette fonction-là, mais en dehors, donc il fait appel au contexte local. Et ensuite, ici, note, c'est ce qui est passé en paramètre, et ça représente chaque élément, chaque note.
Si je réactualise ma page et que je lui demande la moyenne, ça m'affiche le même résultat. En revanche, faites attention parce que si jamais vous vouliez utiliser l'index, donc cette fonction prend second paramètre l'index. Si vous voulez récupérer la note en appelant le tableau, vous pourriez faire ça. Bon, c'est un petit peu con, hein, on peut directement faire appel à la note, mais c'est juste pour vous montrer l'erreur que l'on pourrait commettre. Si j'actualise ça, je vais tomber sur une petite erreur. Lorsque je fais Jean.moyenne, il me dit il y a une erreur. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, quand on crée une fonction, le vis dans cette fonction ne fait pas référence à l'objet. Vis, c'est un contexte particulier. Du coup, on a cette petite erreur. Donc pour la solutionner, on a deux solutions. Soit on crée une variable temporaire, et ensuite on peut l'utiliser à cet endroit-là. Et dans ce cas-là, ça permet de solutionner le problème. Soit ce que l'on peut faire, si on regarde la documentation, c'est que le for each prend en second paramètre un vis arg. C'est un paramètre optionnel qui donnera la valeur de vis lors de l'exécution du callback. Là, on va lui dire, lorsque tu appelles cette fonction-là, vis fera référence à notre objet. Et après, je n'ai plus à mettre le self, mais je peux mettre vis. Du coup, l'avantage, c'est que maintenant, je peux lui redemander d'afficher la moyenne et je n'ai plus de problème. Donc c'est exactement ce que l'on faisait aussi lorsque l'on faisait un élève.call vis. On lui passait un paramètre quelque chose et les vis dans toutes les fonctions qui étaient appelées feraient référence à cet objet-là plutôt que l'objet traditionnel. Voilà, bon après c'est des considérations un petit peu plus poussées, mais je tenais à vous le présenter parce que, encore une fois, ça mène à des gros problèmes de compréhension si ça n'a pas été évoqué dès le début. Donc encore une fois, quand on fera des exercices, je ferai exprès de tomber dans les panneaux pour vous remontrer ce type de problème-là et vous montrer qu'on les rencontre assez quotidiennement. Enfin, avant de nous quitter, il faut savoir que vous n'avez pas la notion d'interface et de trait que l'on a en PHP, donc ça n'existe pas en JavaScript, on ne peut pas faire ça. De la même façon, on n'a pas véritablement une notion de namespace, c'est-à-dire qu'en PHP, on se dit « Ah, là, je vais mettre élève et délégué dans un namespace pour éviter de les confondre et éviter que plus tard, si notre classe est déclarée, ça pose problème. » En JavaScript, on n'a pas véritablement ce problème-là pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on peut artificiellement créer un namespace. C'est-à-dire que là, je peux me créer par exemple une super variable qui serait un objet GraphiCart et à l'intérieur créer mes méthodes. Donc mes méthodes que je créerais dans cet objet GraphiCart, elles seraient namespacées. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'objet math. On n'a pas une fonction rand qui pourrait entrer à collision avec d'autres parce qu'elle est dans cet objet mathématique. En revanche, effectivement, si je crée une variable, plus tard, si je la redéfinis, je peux rentrer en collision. Donc, ce que l'on peut faire en JavaScript, c'est créer une fonction. Et cette fonction, on peut lui dire de s'auto-appeler. Alors là, vous vous dites, what the fuck, ça sert à quoi ce truc-là? En fait, en faisant ça, à l'intérieur de cette fonction, on a un scope, on a une portée locale. Donc, toutes les variables qui sont définies dans cette fonction ne sont disponibles que dans cette fonction. Du coup, si plus tard, quelqu'un d'autre crée son propre script, il ne rentrera pas en collision avec le nôtre. Donc on n'a pas véritablement besoin de namespace en JavaScript parce qu'on a des manières de contourner le problème. De la même manière, une classe qui est définie par exemple avec le mot-clé élève, si je me dis tiens demain j'ai envie d'utiliser une autre variable, je peux faire var GraphiCart, c'est un objet, et dans la variable GraphiCart j'aurai une propriété élève, et ça sera mon élève ici. Voilà, comme ça après plus tard quand je veux l'instancier, je peux faire new GraphiCart.élève. Voilà, donc je vais tout décommenter, hop, et on va l'appeler Marc. Bon, tant pis si ça a déjà été déclaré, et hop, on va l'appeler Marc. Voilà, donc indirectement, en fait, on peut solutionner tous ces problèmes-là et créer des sortes de namespace comme on le souhaite, quoi. C'est pas du tout nécessaire en fait d'avoir ce principe de namespace comme on a en PHP. Donc les namespaces, c'est quelque chose que l'on retrouve véritablement avec des langages qui sont orientés à objets classiquement, où on a une classe qui définit, et une fois qu'elle est définie, elle est disponible partout. En JavaScript, vu qu'on n'a pas de notion de classe, on a toujours des variables qui sont des objets, qui ensuite héritent d'autres objets, on n'a pas besoin en fait d'avoir ce système de namespace là. Voilà, donc je suis désolé si je vous ai largué un petit peu dans cette dernière partie, mais je tenais véritablement à vous expliquer toutes les choses, parce que moi, c'est des choses que j'ai découvert malheureusement sur le tas, et ça m'a valu d'écrire des scripts qui étaient complètement pétés, et passer des jours à essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Donc je préfère vous donner trop d'informations, quitte plus tard à ne pas en utiliser la moitié, plutôt que de ne pas vous donner des trucs et que vous découvriez par vous-même que ça pose ensuite pas mal de soucis. Donc au final, vous l'avez vu, passer du PHP au JavaScript n'est pas forcément très très compliqué. Les langages se ressemblent et ça fonctionne de manière relativement similaire. La seule grosse différence qui peut effectivement poser problème, c'est cette notion de classe qui n'existe pas en JavaScript. Et cette notion que toutes les variables sont des objets.
Donc c'est une notion qui est plutôt intéressante par rapport au PHP parce que lorsqu'on va chercher une méthode disponible, si par exemple on se dit bah tiens j'ai envie de mettre en majuscule une chaîne de caractères, bah, plutôt que de chercher de manière un petit peu hasardeuse dans toute la documentation, est-ce que j'ai une méthode qui permet de faire ça, en JavaScript, il nous suffit de se dire ah ben je vais regarder que dans la partie string et je vais regarder toutes les méthodes qui sont disponibles au niveau du prototype de string. Et toutes ces méthodes-là me permettent de comprendre ce qui est disponible. L'autre avantage, c'est que lorsque l'on va enchaîner les choses, ça va être beaucoup plus simple à lire. Lorsque l'on écrit des méthodes, des fonctions en JavaScript, ça va faire fonction 1 sur fonction 2 sur fonction 3. Ce qui est un véritable enfer à lire parce que déjà on s'y mélange les pinceaux au niveau des parenthèses, mais ça se lit dans un sens un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on lit d'abord cette fonction-là, puis cette fonction-là, puis cette fonction-là. Là où en JavaScript, vu que tout est objet, on aura directement notre truc, point la fonction 3, qui sera appelée en premier du coup. Ça nous donne un nouvel objet qui lui-même aura par exemple une méthode fonction 2, qui lui-même aura une fonction méthode 1, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça rend le langage beaucoup plus facile à lire, parce que ça se lit quasiment, ça s'écrit et ça se lit, comme on le ferait en français. Je prends cette variable, je lui applique cette fonction, sur le résultat j'y applique cette fonction, sur le résultat j'y applique cette fonction-là. Voilà, donc maintenant que vous avez compris un petit peu les bases de ce langage-là, ce que je vous propose, c'est de voir comment l'utiliser dans des cas concrets. Donc le JavaScript, comme je vous l'ai dit en début de formation, peut s'utiliser à la fois côté navigateur, donc on peut l'écrire dans la console, mais aussi on va pouvoir créer des scripts pour manipuler la page, mais aussi côté serveur. Donc à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez faire, et je vous invite à passer directement au chapitre suivant.